Il y a 10 ans, la WWE organisait WrestleMania 30 qui est encore aujourd'hui vu comme l'un des plus grands de tous les temps par beaucoup de fans. D'ailleurs, si on revient même plus tôt et qu'on va jusqu'à WrestleMania 20, voire même jusqu'à WrestleMania 10, tous les WrestleMania qui marquent une nouvelle décennie pour le show sont toujours très spéciaux. WrestleMania 20 par exemple, c'est l'arrivée au sommet de Benoît et Eddie, les débuts à WrestleMania de Batista, Randy Orton et John Cena, qui seront les stars de la génération à venir. WrestleMania 10, c'est l'incroyable match entre Owen et Bret Hart et la consécration de ce dernier dans le main event pour là aussi lancer une nouvelle génération. Bref, on remarque que tous les 10 ans, la WWE veut clairement marquer le coup. Et donc cette année, en 2024, on arrive au 40e anniversaire du plus grand show de l'année à la WWE, et avec la carte actuellement, toutes les surprises qui peuvent encore arriver entre temps et les résultats incertains pour beaucoup de matchs, quelque chose me dit qu'on va encore une fois vivre un show extrêmement important pour l'histoire de la WWE. Du coup aujourd'hui on va discuter ensemble de toute la construction autour de WrestleMania 40, de ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté de Raw et SmackDown, de toutes les rivalités qui ont été lancées et construites ces dernières semaines, et des matchs les plus attendus par tous les fans et même par moi personnellement, et donc je vais pouvoir vous expliquer pourquoi selon moi WrestleMania 40 a la possibilité d'être l'un des plus grands de tous les temps en vous donnant mes attentes, mais aussi pour la première fois sur la chaîne, mes pronostics. Et d'ailleurs j'en profite puisque c'est un petit peu sur le même sujet, pour la toute première fois je serai en live react pour la nuit 1 et la nuit 2 de WrestleMania 40 sur ma chaîne Twitch, donc c'est twitch.tv/monsieurhawkin, vous avez le lien dans la description. Je serai là-bas en live dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 1h du matin pour profiter ensemble du show et vous partager mes réactions en direct. Je précise aussi parce que je sais qu'on va me le demander, malheureusement je pourrais pas vous diffuser le show en intégralité, en plein écran, 4K, tout ce que vous voulez, parce que je vais me faire ban en 2 secondes. Par contre j'essaierai de m'arranger quand même pour vous faire un petit truc avec des images par image pour ceux qui vraiment ont aucune possibilité de suivre le show, mais je le rappelle quand même pour ceux qui sont intéressés pour regarder WrestleMania 40, c'est diffusé en direct dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi sur le WWE Network, et pour ceux qui préféreraient la version française avec Christophe Ajus et Philippe Chiraud, ce sera diffusé sur AB1 quelques jours plus tard, le mardi 9 et le mercredi 10 avril sur AB1. Et voilà, en tout cas pour conclure cette annonce, j'espère vous voir très nombreux sur ma chaîne Twitch dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, puisqu'on va se régaler. On avait déjà fait un live react pour le Royal Rumble, c'était trop cool, mais là WrestleMania c'est juste historique. Et puisque justement on est à 3 jours à peine du plus grand show de l'année, il fallait absolument que je vous parle de mes attentes. Bon, déjà l'évidence c'est que chaque année on attend tous WrestleMania avec impatience. Et en même temps c'est parfaitement logique, toute la saison entre guillemets de la WWE elle mène à ce moment-là, et au-delà du show en lui-même, toute la période autour de l'événement je la trouve juste trop bien. C'est la période où on a le Royal Rumble et l'Elimination Chamber qui sont deux des pay-per-view les plus attendus, le moment où les gros matchs se construisent pour WrestleMania avec de grandes rivalités, et même une fois le show principal terminé, on a le fameux Raw post-WrestleMania qui souvent est synonyme de grandes choses. Et oui, je sais, l'an dernier, c'était pourri, c'était horrible le Raw après WrestleMania, mais bon, vous avez compris, normalement la période autour de WrestleMania, c'est toujours un truc positif. Mais je saurais pas dire pourquoi, cette année, je trouve que c'est particulier. Alors, je sais que tout le monde sera pas d'accord, et j'ai d'ailleurs vu beaucoup de gens dire que la carte de WrestleMania était nulle et qu'elle faisait pas du tout envie, mais en ce qui me concerne, c'est tout l'inverse. Parce que si on prend en compte tous les absents qui de toute façon auraient pas pu être là, et qu'on n'essaye pas de construire une carte en imaginant un monde idéal dans lequel tout le monde peut être présent, je vois mal comment est-ce qu'on aurait pu avoir une bien meilleure carte. Certes, elle est loin d'être parfaite, et de toute façon ça reste quelque chose de très subjectif, mais à mes yeux, toutes les rivalités font plutôt envie, avec certaines qui sont évidemment largement au-dessus du lot, et d'autres que je vais regarder d'un petit peu loin, mais si je prends le show dans sa globalité, pour moi WrestleMania 40 est clairement à la hauteur. Parce que oui, on parlera à la fin de la vidéo des plus grands matchs, notamment des main events de la nuit 1 et de la nuit 2, qui sont très attendus, mais même si on se concentre sur les matchs qui ont moins d'importance, je trouve que tout est vraiment pas mal. Par exemple, le match pour les titres par équipe. Au-delà du fait que voir un match de l'échelle c'est toujours très cool, et qu'avec 6 équipes ça reste d'être vraiment le gros match de WrestleMania qui va nous rappeler les grandes heures des Money in the Bank, c'était pour moi presque la meilleure chose à faire. En soi, le Judgment Day s'est longtemps éloigné de la division par équipe, et ils sont restés concentrés sur leur groupe plus que sur les équipes qui voulaient leur prendre les ceintures, donc au lieu d'essayer de nous raconter une histoire un petit peu précipitée ou quelque chose qui m'aurait pas personnellement plu avec Awesome Truth, je pense qu'il valait mieux essayer de proposer un match qui va pouvoir partir dans tous les sens. En plus, on a été beaucoup à y penser, et on en a d'ailleurs parlé sur Twitch, mais ce match c'est aussi l'occasion de séparer les titres, avec pourquoi pas R-Truth qui décroche une paire de ceintures et qui croit avoir gagné, pour offrir un petit moment comique dans un match extrêmement violent et permettre à une autre équipe plus sérieuse de récupérer les autres ceintures. Bon après ça c'est une idée comme une autre, on peut très bien aussi avoir une grosse lutte entre deux équipes sérieuses qui vont décrocher en même temps 2 paires de ceintures, et on peut même imaginer qu'une seule équipe décroche les 4 ceintures pour conserver qu'un seul titre par équipe, mais dans tous les cas, ces discussions elles montrent bien que ce match a une certaine importance. En ce qui me concerne, je vois bien DIY repartir avec les titres, mais si jamais les ceintures doivent être séparées, j'avoue que je m'attends plutôt à voir Awesome Truth prendre une partie des titres et le Judgment Day conserver celle de l'autre branche. Mais pour revenir sur la carte dans sa globalité, je trouve que même les matchs moins importants, ou du moins qui n'ont pas les histoires les plus fortes derrière, ils trouvent quand même moyen de rester intéressants et permettre quelque chose de fort ou d'important. Par exemple, le match entre Dominic Mysterio et Santos Escobar contre Mysterio et Dragon Lee, pour moi il a totalement l'occasion et même presque la vocation d'établir Dominic comme un catcheur encore plus important.
À la base, cette histoire a commencé entre Mysterio et Santos, avec ce dernier qui a quitté la LWO en blessant Rey Mysterio pour reformer les Legado del Fantasma. Et j'avoue qu'à la base, cette histoire m'intéressait pas vraiment, mais l'intervention de Dominic Mysterio il y a 2 semaines pour coûter le match à son père, ça m'a vraiment donné envie de voir ce match par équipe. Parce que oui, à mes yeux, Dominic il doit absolument remporter ce match, et d'ailleurs il doit le faire en rivant les épaules de Dragon Lee, ce qui lui permettrait de relancer pour de bon sa rivalité avec son père, et de la conclure dans un grand moment à SummerSlam, ou même à Backlash pour nous régaler quand on sera à Lyon. Bon, j'avoue que Backlash, probablement que je rêve un peu, hein, c'est juste parce que je me dis que ce serait trop cool d'avoir un Dominic contre Rey Mysterio en direct en France, mais en vrai je me dis que s'il décide de nous sortir une trilogie père-fils qui se conclut par un match dans lequel Rey Mysterio met son masque en jeu à SummerSlam, bah je suis carrément partant. Après dans un style un peu similaire, on a ce match entre Damage Control et l'équipe de Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill, parce qu'en soi même si je comprends que le match ne soit pas le plus attendu et que l'histoire elle commence à être vraiment trop longue, hein, Bianca Belair ça fait depuis SummerSlam 2022 qu'elle est en feud contre Damage Control, bah il y a quand même quelque chose de très important dans ce match. Qu'on l'aime ou pas, ce match sera le premier vrai match de Jade Cargill à la WWE, si on exclut le Royal Rumble qui est un match un peu particulier, et mine de rien on sent que l'entreprise a clairement envie de la mettre en avant comme une star. Alors j'avoue que oui, là à quelques jours de WrestleMania, c'est clairement pas le truc que j'attends le plus, mais en vrai si on regarde tous les WrestleMania de l'histoire, je pense pas qu'il y en ait un où chacun des matchs sur la carte sont attendus à 100% et finissent par être des classiques. Mais je me dis que d'ici 1 ou 2 ans, si jamais Jade Cargill devient un nom très important de la WWE, bah on aura vécu ce soir-là son premier match à WrestleMania, et mine de rien, c'est quand même très cool. Bon après oui, il y a clairement la volonté de la protéger pour lui laisser le temps de progresser dans le ring, hein. C'est pour ça que c'est un 3 contre 3, et d'ailleurs c'est pas déconnant comme idée. Par contre malheureusement ce match il empêche quand même d'avoir un match pour les titres par équipe féminin, qui même s'ils sont pas les plus importants, ça aurait été quand même cool d'avoir ça, et son résultat est quand même très évident, puisque bien sûr que l'équipe de Jade Cargill va repartir avec la victoire, et c'est donc logiquement mon pronostic. Et donc voilà, les 3 matchs dont je viens de parler là, c'est les 3 matchs qui ont entre guillemets le moins d'histoire pour ce WrestleMania. En tout cas ceux dans lesquels j'ai un petit peu moins d'intérêt. Mais justement ce que je trouve quand même très intéressant, c'est que cette année, même les matchs un peu moins importants, bah ils ont quand même une saveur particulière ou quelque chose qui les aide à être plus intéressants. Et d'ailleurs c'est la raison principale pour laquelle j'ai hâte de ce show. En fait la carte, même si au moment où on parle il n'y a que 12 matchs annoncés, ce qui ramène à 6 par nuit, bah il y en a aucun pour lequel je me dis ok ça je m'en fous complètement et je veux même pas le voir. Et c'est pareil pour le match pour le titre des États-Unis. En soi je trouve que c'est un match relativement facile à pronostiquer, puisque pour moi Logan Paul va quitter le show avec la ceinture pour ensuite la perdre contre un catcheur émergent, ce qui serait la meilleure chose à faire. Bah sur le papier, ça reste quand même très stylé. Alors après, pour être totalement honnête, parmi les matchs de championnat, ce match c'est peut-être celui que j'attends le moins. Pas dans le sens où dans le ring ce sera mauvais, mais plutôt dans le sens où l'histoire n'est pas la plus prenante à mes yeux. Le personnage de Logan Paul, franchement, il est très bien, je dis pas du tout le contraire, il joue parfaitement le rôle du mec insupportable en plus d'être clairement très bon dans le ring, et l'alchimie entre Randy Orton et Kevin Owens elle est aussi très sympa à suivre, mais l'histoire en soi, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Après c'est un peu bizarre parce que je saurais pas exactement dire pourquoi, mais même si je suis un immense fan de Randy Orton et que je le répète, ce match sera sûrement très cool, ça reste un des matchs de championnat que j'attends le moins. Et d'ailleurs c'est un petit peu dommage et c'est peut-être l'un des seuls trucs que je peux vraiment reprocher à cette carte de WrestleMania, les matchs pour les titres mineurs, bah ils font clairement pas partie de ceux que j'attends le plus. Là par exemple je viens de parler du titre des États-Unis qui clairement est inférieur au titre intercontinental, mais même le match de Gunther, j'avoue que c'est pas celui pour lequel j'ai le plus d'attentes, et d'ailleurs il fait partie de ceux qui m'intriguent le moins. Alors, je me permets d'interrompre ce que j'étais en train de dire parce que de base j'allais sur un long discours pour dire que j'étais pas du tout hypé par ce match, sauf que j'ai enregistré ça avant le dernier Raw qui a été diffusé bah là il y a 2 jours. Et je dois avouer que ce qui s'est passé, ça a pas mal modifié mon avis sur ce match en fait. Parce que moi je pensais que c'était juste un moyen d'occuper Gunther en faisant perdre Sami Zayn en remplacement du projet de base qui était Gunther contre Lesnar. Mais avec la vignette de ce dernier Raw et le petit segment entre le challenger et le champion, bah j'avoue que maintenant j'ai ultra hâte de ce match. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça et je pense que... Ah non, oui c'est vrai, il y a un truc aussi, ils ont rajouté un match avec une stipulation en plus entre The Pride et le Final Testament. Mais j'avoue que cette rivalité j'en ai un peu rien à foutre et je pense juste que le Final Testament va gagner. Voilà, retour à la vidéo. Et d'ailleurs puisque là j'ai fait une petite aparté sur les choses qui m'intéressent un peu moins pour ce WrestleMania, ou en tout cas qui me donne pas d'immenses attentes, ça va me permettre d'insister sur un point qui est très important dans cette vidéo, parce que si le titre de la vidéo et que le ton global est quand même extrêmement positif, ça veut pas du tout dire que WrestleMania 40 sera obligatoirement le plus grand de tous les temps. Et encore une fois, un WrestleMania n'est jamais parfait à 100%, même si on regarde la nuit 1 du show de l'an dernier qui a été énormément encensé, il y a quand même quelques points noirs. Donc même si au final j'ai extrêmement hâte du show, je prétends pas du tout qu'il est parfait en tout point, juste je profite du spectacle et de la hype de la période WrestleMania et je vais plutôt regarder les côtés positifs que négatifs. Et justement, puisqu'on parle de côté positif, parlons maintenant des matchs qui me font vraiment attendre WrestleMania 40 avec impatience et qui seront certainement les plus importants. Déjà pour commencer, l'un de ceux qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, surtout en mal, c'est celui entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Alors, pour être tout à fait honnête, depuis le début de la rivalité, j'étais comme beaucoup de gens pas du tout intéressé par ce match. Bon, encore aujourd'hui, parmi les matchs de championnat, je me dis pas que c'est celui-là qui va voler le show, mais je trouve que ce qui a été fait ces dernières semaines du côté de Raw, ça a quand même bien aidé à le rendre un peu plus intéressant. Même si sur le fond, ça reste 2 femmes qui cherchent à prouver qui est la meilleure et que oui, le règne de Rhea Ripley a clairement pas été rempli de rivalités passionnantes, pour pas dire que des rivalités il y en a pas eu du tout, je pense quand même que la WWE peut amener cette histoire vers quelque chose de très cool. Je m'explique. Là, actuellement, on est sur une base hyper simple.
Becky veut prouver qu'elle est meilleure que Rhea, et Rhea est installée au sommet de la division féminine sans avoir à faire quoi que ce soit pour justifier sa place. Donc pour le match de WrestleMania, ça laisse pas place à énormément de narration. Mais là pour moi ce match a des choses à prouver, c'est dans ce qui va être fait après. Bon, déjà mon pronostic il est simple, je pense que Rhea Ripley va conserver, mais comme j'ai l'impression que l'après WrestleMania va être un petit peu compliqué pour le Judgment Day avec des dissensions et pourquoi pas une séparation, je pense que c'est là que Rhea Ripley aura de meilleures choses à raconter. Et mine de rien, avec une histoire un petit peu plus longue contre Becky qui pourrait nous offrir au moins une revanche avec une stipulation, voire une belle pour vraiment conclure tout ça, je pense qu'il y a quand même des choses très sympas à faire. Après voilà, je l'ai dit, c'est clairement pas le match que j'attends le plus et je pense pas qu'il va créer la surprise, je pense que ce sera bien mais sans être exceptionnel. Par contre le match pour lequel j'ai vraiment énormément d'attentes dans la division féminine, c'est évidemment celui qui oppose Bayley à Io Sky pour le titre de la WWE. Alors, je le reconnais, le travail pour construire cette rivalité a pas été le meilleur. La trahison a peut-être eu lieu un petit peu trop tôt et la WWE aurait peut-être pu raconter de meilleures choses, mais honnêtement, la possibilité de voir Bayley avoir une consécration folle à WrestleMania, ça me donne vraiment envie. Et je le dis à chaque fois, hein, mais ça me surprend moi-même de dire ça, parce que Bayley, il y a quelques années, c'était la catcheuse que je supportais le moins. Mais là, l'histoire racontée entre elle et Damage Control, même si elle n'est pas parfaite au niveau de tous les segments, elle reste quand même très cool et elle me donne plein de bon espoir pour leur match sur la plus grande scène du monde. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est Bayley qui doit quitter le show avec la ceinture, et d'ailleurs j'aimerais que la WWE nous raconte l'histoire de la catcheuse qui va un petit peu se racheter auprès de ses anciennes rivales en leur donnant des matchs de championnat et en les battant, pour réellement s'établir comme il faut et nous offrir un règne plus intéressant que celui de Io Sky. Après je crois qu'on est nombreux à penser ça, mais j'ai pas non plus envie que Bayley conserve le titre pendant un an, je pense qu'un règne de quelques mois suivi d'un échange avec une autre catcheuse ça peut être pas mal, et ça permettrait de faire tourner un petit peu plus certains titres mondiaux dans une période où on est habitué à avoir des très longs règnes. Et d'ailleurs puisque je parle des ceintures, je vais pouvoir parler de ce qui aide à faire de ce WrestleMania un WrestleMania très cool à mes yeux. Vous l'aurez remarqué, j'ai pas encore parlé des matchs les plus importants de WrestleMania. Et si parmi ces matchs on retrouve les deux qui concernent les titres majeurs du côté des hommes, ce qui est logique, on retrouve aussi 3 matchs qui ne sont pas des défenses de titres. En fait, pour moi, la WWE fait du très bon travail pour construire de bonnes rivalités sans avoir besoin des ceintures. Parce que, en soi, le match de Gunther, ok, en termes d'histoire, c'est pas le plus incroyable, encore que le parcours de Sami Zayn et sa dynamique avec Chad Gable est plutôt cool, mais ça reste de toute façon un match de championnat, donc son importance par défaut, elle est déjà établie. Alors que, si on prend par exemple le match entre AJ Styles et LA Knight, sur le papier, il n'y a rien. Ni l'un ni l'autre n'est sur la route d'un championnat dans l'immédiat, et en soi, ça pourrait être une rivalité ultra banale et pas intéressante. Mais pour moi, pas du tout, et c'est même tout l'inverse. Alors, je suis peut-être biaisé par le fait que j'aime énormément les deux catcheurs, mais je trouve que ce qui a été fait entre l'Elimination Chamber et WrestleMania, c'est juste parfait pour construire cette histoire. Et d'ailleurs, si pour l'instant rien n'a été confirmé et que même à WrestleMania, je crois qu'il y a quasiment aucun match avec une stipulation, je maintiens que ces deux-là méritent un match très spécial. Ça colle parfaitement avec l'histoire racontée, une histoire violente entre deux très gros égos, ça donnerait un match très cool avec des segments bien hardcore, et je sais que certains seront pas d'accord avec moi, mais je pense que les matchs de ce style-là sont la meilleure chose qui existe pour établir quelqu'un. Et si on prend par exemple le cas de LA Knight, ce serait juste parfait. Il est déjà hyper apprécié par la foule, mais imaginez une seconde qu'il sorte un match violent contre AJ où il prend des risques hallucinants et où il surpasse son adversaire pour ressortir au sommet. Pour moi, à partir de là, c'est l'autoroute jusqu'à un titre de champion. Mais en vrai, admettons même que ce match reste un match simple et que la WWE décide de faire un WrestleMania sans grande stipulation, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très bien raconté et les segments entre les deux ces dernières semaines m'ont vraiment convaincu, notamment le dernier du côté de SmackDown, et j'espère vraiment voir LA Knight repartir avec la victoire, d'où le fait que ce soit mon pronostic. Dans le même style, on a une rivalité qui a été beaucoup critiquée pour certaines raisons légitimes mais aussi pour des raisons qui pour moi n'ont pas trop lieu d'être, c'est la rivalité entre Jay et Jimmy Uso. Alors déjà le principe d'une rivalité entre frères, je trouve que c'est toujours intriguant. Et même si oui, il y a quelques défauts avec la trahison de Jimmy à SummerSlam qu'on est encore beaucoup à pas trop comprendre, ça reste une rivalité très importante. Déjà, elle s'inscrit dans le contexte de la plus grande rivalité de la WWE depuis ces dernières années, celle de la Bloodline, mais en plus c'est l'occasion pour les deux frères d'avoir chacun un grand moment. Et d'ailleurs, je sais que les avis vont être très partagés là-dessus, mais pour moi, Jimmy doit repartir avec la victoire. Depuis sa séparation avec son frère, il n'a clairement pas été mis en avant, et même si Jay est encore en pleine ascension, je pense pas que cette défaite serait très négative pour lui. Parce que si on retrace rapidement l'histoire, c'est pas compliqué. A la base, les deux étaient unis, les premières dissensions ont commencé à apparaître avec la présence de Sami Zayn dans la Bloodline, et après avoir ouvert les yeux grâce à son frère, Jimmy a décidé de trahir Roman Reigns pour permettre à Jay de donner la première victoire par tombée au chef tribal depuis extrêmement longtemps. Tout ça, ça semblait lancer les Usos sur un chemin tout tracé, avec Jay qui a eu la chance d'affronter Reigns en 1 contre 1 pour le titre et la place de chef tribal lors de SummerSlam, mais qui malheureusement a perdu le match à cause de son frère. A la base, Jimmy a justifié son acte en disant qu'il protégeait simplement son frère d'un rôle qui rend fou, en parlant de celui de leader de la Bloodline, mais face au refus de Jay, Jimmy est revenu aux côtés de Roman Reigns, et depuis il est dans un personnage un peu étrange qui tente tant bien que mal de satisfaire son leader, tout en étant très concentré sur la progression de son frère. Parce que oui, pendant que Jimmy restait le bras droit de Reigns et qu'il n'évoluait pas, Jay lui a profité d'avoir quitté la Bloodline pour accomplir des choses en solo, devenant champion par équipe avec Cody Rhodes, qui a bien sûr rendu jaloux son frère avec qui il avait tout accompli en équipe, et devenant même l'un des catcheurs solo majeurs
du côté de Raw. Donc oui, au global, l'histoire a quelques défauts si on regarde certains détails, et je comprends que certains soient dégoûtés du match à cause de ça, en vrai c'est pas déconnant, mais personnellement j'arrive quand même à passer outre et à me concentrer sur le positif et sur l'histoire qui peut être racontée, donc j'ai quand même très hâte de voir cet affrontement. Et bon, vous le savez, si pour moi WrestleMania 40 a la possibilité d'être absolument exceptionnel, bah c'est pas juste parce que si on regarde sa carte au global, elle est cohérente et plutôt bien construite. La raison principale, c'est bien évidemment parce que les matchs les plus importants sont pour moi exceptionnels, et tout ça, ça commence par l'un des affrontements que j'attends le plus, celui entre Drew McIntyre et Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd. Ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est qu'à la base, la blessure de CM Punk, elle a déçu énormément de gens, et moi y compris. Je veux dire, beaucoup attendaient avec impatience de voir Rollins et Punk face à face dans le ring, et la blessure du catcheur straight edge, elle a mis un terme à tout ça. Mais finalement, si ça paraissait être une immense déception, bah ça a permis l'émergence du roi de ce monde, Drew McIntyre. C'est bien simple, pour moi, ce gars actuellement, c'est le numéro 1. Je trouve ça fou à quel point la WWE a réussi à profiter de toutes ses qualités pour en faire un personnage ultra cohérent, intéressant, réaliste et passionnant. Non vraiment, sur le papier il est censé être heel, mais moi quand j'entends ses promos, j'ai du mal à pas être d'accord. Ça fait des mois qu'il a envie d'aller récupérer ce titre poids lourd et d'atteindre les sommets devant un public depuis sa déception à WrestleMania 36, et si à la base cette obsession pouvait paraître un petit peu désespérée, elle est très vite devenue ultra cohérente. Depuis qu'il a remporté l'Elimination Chamber, il n'a eu de cesse de reprocher à Seth Rollins d'ignorer la ceinture de champion du monde poids lourd, et il prétend alors qu'il est le seul qui peut lui redonner la valeur qu'elle mérite, et ça c'est juste incroyable. En face on a un Seth Rollins qui a longtemps proposé des promos décevantes, en tout cas pour moi, et qui n'a pas trop fait avancer l'histoire, mais qui finalement a simplement expliqué à Drew qu'il n'était pas un adversaire à sa taille, et qu'il pouvait donc se permettre de se concentrer sur des choses plus importantes, comme la fin de la Bloodline. Bon, on reparlera justement de tout ça juste après, mais pour revenir sur cette rivalité, pour moi elle est ultra cool, et avec en plus la présence de Punk en arrière-plan, qui sera sûrement la prochaine grosse rivalité du champion quel qu'il soit, bah ça fait de ce match l'un des combats que j'attends le plus. Pour être honnête, mon pronostic penche beaucoup vers Drew pour lui offrir un grand moment devant la foule, parce que même s'il est heel, je suis sûr qu'il sera applaudi pour ses grosses performances ces derniers temps, et même si je n'exclus pas totalement un cash-in de Damien Priest, je pense qu'il est plus probable qu'il attende le lendemain à Raw. Mais allez, puisque j'en ai parlé, il est l'heure d'aborder le point central de ce WrestleMania, la Bloodline. Bon, pour moi c'est très simple, ce WrestleMania pour la Bloodline, c'est qui tout double. Soit ils repartent plus fort que jamais et ils s'assoient vraiment en maître de la WWE, soit on assiste réellement au début de la fin et on est alors en train de vivre les derniers instants du clan. Parce que oui, avec l'arrivée de The Rock il y a quelques semaines, toute cette histoire a été énormément chamboulée. Cody Rhodes, qui à la base avait gagné le Royal Rumble et qui avait décidé de donner sa place à The Rock, a finalement changé d'avis pour défier Roman Reigns et causer la colère de celui qui se fait appeler le boss final, pour lancer cette histoire inattendue et juste dingue. Frustré de ne pas pouvoir offrir un main event rêvé entre lui et son cousin, The Rock a embrassé à 100% son personnage de méchant qui est tout bonnement incroyable, et il nous a depuis offert des segments de fou, notamment le dernier en date à Raw dans lequel il a détruit Cody Rhodes dans une scène digne de l'Attitude Era. Avec tout ça, on se retrouve donc avec un main event de la nuit 1 qui oppose Roman Reigns et The Rock à l'équipe de Seth Rollins et Cody Rhodes pour un match avec un enjeu majeur. En cas de victoire de son équipe, Cody Rhodes se retrouve le lendemain dans le main event de la nuit 2 dans un match en 1 contre 1 contre Roman Reigns sur lequel on va pouvoir revenir juste après. Ce match serait alors un match sans Bloodline, très classique et purement 1 contre 1 qui pourrait peut-être permettre à Cody de battre le champion de la WWE. Mais à l'inverse, en cas de défaite dans ce match par équipe, Cody se retrouvera dans un match Bloodline Rules dans lequel Roman Reigns et son clan auront tous les droits. Jimmy pourra venir tabasser le challenger, Solo pourra s'assurer comme l'an dernier qu'il ne reparte pas avec le titre, et surtout cette année spécialement, The Rock pourra tout faire pour qu'il ne finisse pas son histoire. Bref, seul contre tous, Cody aura toutes les chances contre lui. Et donc ce match par équipe, bah il est d'autant plus important. Déjà sur le papier, c'est littéralement 4 des plus grosses stars qui vont être sur le ring en même temps, donc c'est génial, mais au-delà de ça, les possibilités sont juste infinies. Puisque ce match va conclure la nuit 1 et que les 2 matchs de championnat se dérouleront en nuit 2, on peut tout imaginer. Seth peut décider de trahir Cody Rhodes par jalousie et volonté d'être le numéro 1, ce qui inverserait les rôles avec Drew McIntyre pour le match du lendemain. The Rock pourrait lui décider de trahir Roman Reigns dès la nuit 1, s'il n'est pas à la hauteur de ses attentes, l'inverse même pourrait se produire, et même si on imagine que rien de tout ça se passe, bah de toute façon ce sera génial. Et d'ailleurs au niveau du résultat, même si j'ai tendance à pencher un petit peu plus d'un côté, ça reste hyper dur à pronostiquer. J'avoue que la logique voudrait que The Rock et Roman Reigns remportent le match pour nous offrir une guerre absolument folle en nuit 2 et qui pourrait soit établir la Bloodline comme un clan purement imbattable, ou bien ériger Cody comme le héros qui surpasse l'adversité malgré une situation compliquée. Parce que oui, ce match il a des conséquences directes sur le main event de la nuit 2 et c'est ça qui est très cool. Et d'ailleurs ça me permet directement de faire une transition vers le Roman Reigns Cody Rhodes qui, même s'il a été finalement mis un peu en arrière-plan de la rivalité entre le Rock et Cody, ça reste quand même le match le plus important de ce WrestleMania. Comme je l'ai dit, pour moi ce match ça va être une guerre sans merci entre la Bloodline toute puissante qui a tous les droits suite à leur victoire en nuit 1 et un Cody Rhodes qui sera d'abord malmené dans tous les sens et qui finira par invoquer les Avengers pour venir le sauver. L'idée c'est bien sûr pas que le roster entier vienne coûter le match à Reigns, parce que ça enlèverait quelque chose de sa défaite, mais simplement qu'on ait quelques grosses têtes d'affiche qui viennent équilibrer le match en s'en prenant à Jimmy, Solo et The Rock pour nous donner une bagarre générale absolument folle.
Alors je sais parfaitement que tout le monde n'est pas partant pour cette idée, d'avoir quelques faces du roster qui débarquent pour venir en aide à Cody, avec pourquoi pas de grosses surprises, mais personnellement, c'est un petit peu ce que j'ai envie de voir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes d'accord ou pas, donnez-moi en commentaire tous vos pronostics pour les matchs de la nuit 1 et de la nuit 2, et aussi pour les matchs un petit peu particuliers, genre le Cody Rhodes Roman Reigns. Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer? Est-ce que ce sera un 1 contre 1 classique avec une victoire de l'un ou de l'autre, ou est-ce qu'on aura vraiment une guerre générale avec d'un côté Thanos et sa clique, et de l'autre les Avengers? Mais bref, quoi qu'il arrive, je sais que ce match, il va régaler. Côté pronostic, je trouve que c'est hyper dur de dire qu'il va repartir avec la ceinture, même si ces derniers temps, il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que ce sera Cody. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de choses à raconter. Avec le roster actuel, Cody peut avoir des rivalités intéressantes en tant que champion, et quel que soit le résultat du match, The Rock se retrouvera forcément dans une rivalité contre Roman Reigns, pour construire à coup sûr un immense main event pour la nuit 2 de WrestleMania 41. Et tout ça, c'est juste génial. Alors, je sais que ce match, il a beaucoup fait parler. Dans les deux camps, il y a des gens qui font de cette histoire quelque chose de beaucoup trop sérieux, en se mettant à détester tous ceux qui veulent un résultat différent du leur, voire même en développant une haine pure et simple pour Cody ou pour Roman Reigns, voire même pour The Rock. Je trouve tout ça très dommage, parce que dans les faits, l'histoire est juste incroyable, et je pense qu'on peut tous en profiter en restant dans un trash talk léger et sans aller trop loin. Bref, personnellement, je sais que je vais me régaler de ce WrestleMania. Certains, évidemment, seront pas du tout d'accord et l'annoncent déjà comme l'un des pires de tous les temps, mais quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires et à me donner vos pronostics pour cette carte de WrestleMania. Et moi je vous donne rendez-vous samedi soir pour la nuit 1 de WrestleMania 40 sur twitch.tv/MonsieurHawkin. Et sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.